Il y a quelque temps encore, chaque année, Jordi Pérez Cerda revenait prendre ses quartiers d'été dans une ancienne bergerie de Sayagouz, son village natal, en Cerdagne. C'est là que je l'ai rencontré il y a 6 ou 7 ans. Sous le couvert des arbres qui poussent en contrebas de sa demeure, nous avons longtemps parlé. De ses poèmes, du choix très tôt assumé d'écrire en langue catalane, des années de la résistance et des passages clandestins organisés vers l'Espagne. Au fil de la conversation, j'ai interrogé Jordi Pérez Cerda sur les métiers qu'il avait exercés. Il fut d'abord boucher à Sayagouz, puis libraire à Perpignan. Il pourrait sembler à première vue que le commerce de la librairie soit plus en consonance avec son œuvre de poète que le métier de boucher. C'est peut-être un paradoxe, mais je crois pour ma part qu'on pourrait aussi bien soutenir le contraire. Je ne peux développer longuement ici ce point, mais je rappellerai au moins que dans la Grèce ancienne, Apollon était à la fois le dieu des poètes et des bouchers et sacrificateurs. Il était à la fois, comme dit Pindare, le dieu qui donne la cithare et la muse à qui lui plaît, et, comme le dit Aristophane, celui qui aiguise innombrables les coutelas de Delphes et instruit ses serviteurs en cet office. L'œuvre de Jordi Pérez Cerda est encore trop peu connue en France. Il y a là une injustice criante si l'on considère son ampleur et sa haute qualité dans le registre du théâtre, du roman, mais aussi et avant tout de la poésie, parce qu'il est fondamentalement un poète. Donc, j'ai regardé ses parents. Me ressouvenir de cette émission, c'est surtout me ressouvenir de jours heureux passés à Sayagouz avec celui que je considère évidemment comme un grand poète, moi qui ne lis pas le catalan, mais qui ai pu le lire en traduction. Et pas seulement un grand poète, mais un homme que j'ai perçu comme étant d'une épaisseur vraiment marquante. Vraiment marquante. Et de ces rencontres, ça peut être des rencontres avec des œuvres, ça peut être des rencontres avec des êtres, mais je dirais qu'ils vous mettent un palier d'humanité en dessous duquel, ensuite, vous auriez vraiment l'impression de déchoir si vous redescendiez un tout petit peu plus bas. C'est une question d'altitude, voilà. Mais c'est tout à fait... c'était un homme en même temps d'une très très grande simplicité. Moi, j'en avais entendu évidemment parler, je suis arrivé assez jeune à la Revue Europe, j'avais une vingtaine d'années, c'est au début des années 80, et évidemment j'en avais entendu parler par mes aînés. C'était un peu... c'est un nom qui revenait assez souvent, parce que il avait joué un rôle absolument décisif, cette revue qui a toujours été ouverte sur les horizons du monde. Mais je dirais que l'Ibérie, enfin, l'Espagne dans sa globalité, a toujours tenu une place très très importante. Et au sein de cette entité, je dirais avec une spécificité d'attention qui a été portée aussi depuis longtemps à la littérature, enfin disons à la Catalogne. Et cela dès les années 20. Hein. Mais bon, dans les années 20, il n'y avait pas encore des dossiers thématiques, comme on dit. Mais à partir disons, dans le lendemain de la Libération, quand il a commencé à avoir des dossiers thématiques, eh bien, je crois qu'entre ce moment-là et les années 80, il y a eu pas moins de 4 ensembles consacrés à la littérature catalane. Et pour l'essentiel, l'artisan en a été Jordi Pérez Cerda. C'est ainsi que ces liens voilà, étaient assez anciens avec la revue. Et évidemment, moi, je savais qu'il s'appelait Antoine Quérol à l'état civil, que c'était Jordi Pérez Cerda. J'avais entendu dire qu'il était originaire de Sayagouz. Et quand il m'a été donné l'occasion, enfin disons, quand j'ai eu l'occasion, qui arrivait un peu par hasard dans ma vie, de faire pendant une dizaine d'années des émissions de poésie à la radio, et à un moment, j'ai tenté le coup, j'ai essayé de proposer ça à la direction de la chaîne. C'était franchement pas gagné d'avance, parce que je peux vous dire qu'à Paris, son nom ne dit rien à personne.
Donc, et oui, c'est malheureusement comme ça. Donc, mais j'ai eu la chance qu'on me dise oui. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout à fait mystérieux. Ça aurait pu aussi bien être un non et rien ne se serait fait. Mais donc, à ce moment-là, bon, je l'ai lu plus attentivement et j'ai réfléchi. Mon regard, je ne serai pas bien long, mon regard est tout à fait différent, bien évidemment, de celui qui peut voir lire un poète depuis l'intérieur de sa langue, qui peut le situer dans une constellation d'autres poètes de cette langue, de mesurer ce qu'il apporte au sein de cette culture-là, de cette création littéraire dans cette langue-là. Moi, je veux dire, je vais prendre une image un peu excessive. Je veux dire, je parle de Jordi Pérez Cerda comme je pourrais vous parler d'un poète japonais que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois forcément de derrière. J'entends sa voix depuis l'autre côté de la montagne, en quelque sorte. Mais je pense que la vie de la poésie, c'est ça aussi. C'est aussi bien ceux qui peuvent l'avoir dans une écoute très rapprochée que ceux qui sont émus, touchés par la voix qu'ils entendent au loin. Parce que l'essentiel, c'est que la voix parvienne. Et donc, qu'est-ce que je verrai de là? C'est-à-dire que je pense que chez Jordi Pérez Cerda, dans sa poésie, je dirais, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est celle, je dirais, de l'enracinement. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'éléments qui font qu'il n'est pas de nulle part. Il n'est pas de n'importe où. Il est vraiment lié à un espace géographique et de géographie humaine également, à une épaisseur historique, à une épaisseur sociale, à un rapport aussi à tous les éléments, je dirais, de la nature, du cosmos, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, mais vue depuis un point du monde, donc il y a cette dimension-là. Puis après, vous savez, il y a ce que disait l'écrivain Miguel Torga, l'universel, c'est le local, moins les murs. Et il y a ce que je ressens aussi chez Jordi Pérez Cerda, c'est puissamment cette dimension d'universalité. C'est-à-dire qu'on a absolument les deux. N'avoir que l'un, une universalité seule, ça donne quelque chose de totalement abstrait. Et je pense que ça manque totalement de puissance de venir nous toucher au profond de ce que nous sommes. Juste un enracinement qui serait juste une célébration de la petite patrie, je dirais ça manque d'horizon. Et la voix manquerait de portée. Si sa voix a une si grande portée, c'est que par bonheur, elle articule tous ses plans. Elle articule tous ses plans. Autre chose qui me touche énormément, c'est que bien évidemment, je veux dire, une des choses qui marque, qui caractérise une sorte d'inquiétude ou d'état d'être moderne de la poésie, c'est que la poésie réfléchit aussi sur ce qu'elle est, mais sans faire forcément nécessairement des discours théoriques. Mais ce que l'on voit par exemple sur ce qu'elle est, sur sa fonction. Ce que je vois dans la poésie de Jordi Pérez Cerda, c'est très intéressant, parce que la question des pouvoirs de la poésie se relie à la question de l'identité, c'est-à-dire à qu'est-ce que l'on est. Or, si l'on regarde bien, il y a beaucoup d'occurrences dans la poésie de Jordi Pérez Cerda où l'être humain nous apparaît en cours de constitution, en état de devenir. Il n'est pas quelque chose comme une identité formée, préformée, fixe et garantie pour toujours. On peut reprendre des images. Le poème Potier, les 4 premiers vers. Je ramasse dans la boue 1000 éclairs de soleil avec l'eau de la pluie et je façonne mon visage. Il y a quantité d'images dans cette poésie où ce à quoi on assiste, c'est en fait à la construction permanente de l'humain, de l'humanité qui est en nous. Elle n'est pas donnée une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se façonne en permanence. Et qui se façonne à la fois par le travail de la poésie, c'est-à-dire par une sorte d'hommage permanent rendu à l'un des éléments qui nous constitue comme humains, c'est-à-dire le langage.
et la beauté de la façon d'ouvrager le langage, je puis dire, et une langue. Mais c'est aussi le rapport à autrui, c'est aussi le rapport au monde, aux éléments, à la montagne, etc. Et la poésie comme offrande. Il y a un très beau poème sur les montagnes où il les compare à des taureaux. Et à la fin du poème, où il saisit, il prend dans ses mains l'eau de l'aube, la rosée de l'aube, et il y a cette offrande. Mais c'est vraiment une métaphore de ce que fait le poème. C'est-à-dire, c'est aussi une offrande faite à la vie, au monde, aux humains et au tout du monde. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension aussi, je dirais, pour moi, primitive au sens fort du mot, c'est-à-dire de nous ramener toujours à l'aube de notre propre humanité, où il y a comme une espèce d'indissociation, et on sent bien qu'en lisant un poème où il offre la rosée du matin à la montagne, on se rend bien compte que ce n'est pas juste à la montagne qu'il la donne. Il la donne aussi bien au langage, à son poème, à l'humain, à celui qui le lit, et on entre en partage avec ça. Et c'est-à-dire que c'est aussi une poésie qui nous parle de la nécessité de la poésie aujourd'hui, d'une certaine façon, enfin, qui le fait par l'exemple, et ou parce qu'elle nous montre qu'elle concerne chacun, que parler de, parce que parfois on entend dire oui, la poésie c'est difficile. C'est un mot inapproprié. C'est pas qu'elle est difficile ou pas difficile, c'est que c'est juste un mot qui n'a rien à voir avec la poésie difficile. On ne dit pas que la lune est difficile. Donc la poésie, c'est comme la lune de ce point de vue-là. Le terme est inapproprié. Mais cette poésie est éminemment partageable. Que dire encore? Oui, il y a quelque chose qui est très beau aussi chez lui. C'est ce que je dirais, c'est l'ombre, c'est que le poème, il y a beaucoup de poèmes, même le poème magnifique sur la naissance de son fils, qu'a lu Alex. Quand ce sont des poèmes, disons qu'on perçoit comme un poème d'amour, quand c'est ce poème-là, il y a toujours un moment où on peut se dire, bien sûr, l'interlocuteur, le dédicataire, c'est la personne. Mais il y a toujours un moment où on peut avoir aussi l'ombre qui nous effleure, que ce qui est dit, c'est aussi ce que le poète dit à son poème, dit à la poésie en fait. Vous savez, c'est un peu l'histoire de Pétrarque et de l'or. On pense que, enfin, beaucoup de gens imaginent que ces poèmes étaient des poèmes d'amour pour l'or. Mais dès le vivant de Pétrarque, il y a un commentateur qui a eu le soupçon qu'en fait l'or c'était tout simplement la poésie. Mais c'est-à-dire que forcément, ce que je veux dire par là, c'est que la poésie est un travail sur le langage, sur cette matière extraordinaire qu'est le langage et qui nous constitue comme être humain et qui sort le langage de sa fonction ordinaire de simple communication pour en faire quelque chose d'autre. Et ça se fait depuis que l'humanité est humanité que ça existe, ça. Mais donc, il y a toujours, bien évidemment, une part du poème, ou une part, disons, de l'attention du poète, ou de ce qu'il dit, qui est comme un remerciement, finalement, au fait que cette chose-là soit possible, que cette façon d'ouvrager le langage soit possible. Et c'est pour ça que c'est souvent chez lui un peu à double entente. Bien évidemment, le poème, il est pour son fils, il est pour la femme aimée, etc. Mais quand on regarde attentivement, on se dit, mais c'est peut-être aussi, en même temps, au passage, un merci qui est donné tout simplement l'existence du poème, qui nous assure un peu de notre existence aussi à nous, par cette célébration finalement du langage, par cette forme de langage qui a pouvoir de nous émouvoir. De nous émouvoir tout simplement parce que c'est fait avec des mots très simples, des mots absolument qui pourraient être aussi ceux du quotidien pour beaucoup, mais simplement, justement, dans le discours de la communication habituelle, il n'y a plus le langage, les mots s'usent. D'une certaine façon, on n'y prête plus attention, on y prête moins attention. C'est comme les monnaies qui circulent beaucoup et où les inscriptions sur la pièce finissent par s'effacer.
Alors que dans le poème, chaque mot, tout d'un coup, prend un relief comme un éclat de nouveauté, comme justement ce moment de la naissance. Et c'est pas étonnant qu'un poète puisse écrire un si beau poème sur une naissance, puisqu'il est en permanence confronté à un travail je dirais, de naissance, de mise au monde. Parce que c'est pas seulement qu'il met au monde le poème, justement, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est aussi la poésie qui nous met au monde. Et on a besoin d'être remis sans cesse au monde. Et, si, pour moi, si, genre, vu de, disons de France, si je peux le dire comme ça, en tout cas, s'il est un si grand poète, c'est parce que tout ce que j'essayais maladroitement de vous dire ici, je le ressens tellement fort en le lisant. Voilà, merci. Tot és el saber de l'altre és molt important. Penseu que som un país que fa 100 anys quasi no hi havia cap diari que sortia, en de fora d'algunes ciutats no ens arribava. I el diari què és? És la curiositat que entra dins de l'individu. I la curiositat és un lligam que tenim entre nosaltres i els altres. És necessari aquest lligam. És per això que jo sempre he combatut un localisme massa marcat. Perquè el localisme ens fa, ens lligui finalment el que es passa al nostre volt. I no n'hi ha prou. Ens satisfem del nostre carrer, de la nostra casa. I això no n'hi ha prou. Ja cal que l'home se senti lligat als altres, al món.